Mon nom est Marguerite Dubois. J'ai 68 ans. Et pendant plus de 4 décennies, cette maison du 16e arrondissement de Paris a été mon refuge. Chaque pierre de cette façade haussmannienne, chaque fenêtre donnant sur la place Victor Hugo, chaque marche de l'escalier en marbre porte les souvenirs d'une vie entière. C'est ici que j'ai élevé mon fils Philippe, que mon défunt mari Henri a exercé sa profession de notaire, que nous avons célébré des naissances, des anniversaires, et où j'ai pleuré son départ il y a 5 ans. Les murs jaunis par le temps gardent l'écho des rires, des disputes familiales et des silences contemplatifs des dimanches après-midi. Cette maison n'est pas seulement un bien immobilier évalué à des millions d'euros, c'est mon histoire, mon identité, le dernier lien tangible avec Henri et avec la femme que j'étais autrefois. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je serais forcée de me demander si j'appartenais encore à cet endroit que j'ai toujours appelé mon chez-moi. Les problèmes ont commencé subtilement, comme une fissure presque imperceptible sur le mur qui s'est peu à peu transformée en une crevasse inquiétante. Après la mort d'Henri, les factures médicales se sont accumulées. Traitements coûteux, médicaments importés, consultations de spécialistes qui ont drainé nos économies. Ma pension de retraité couvrait à peine le strict nécessaire, et l'entretien de cette maison centenaire exigeait des ressources que je ne possédais plus. Philippe, mon fils unique, un homme de 45 ans qui s'est toujours montré pragmatique en affaires, s'est proposé de gérer mes finances. « Maman, tu n'as pas à te soucier de ces questions bureaucratiques, » disait-il, en ajustant sa cravate coûteuse tout en feuilletant mes documents. Sa confiance me rassurait, et j'ai signé la procuration sans hésiter. Après tout, c'était mon fils, mon sang, la personne en qui j'avais le plus confiance au monde. Philippe a toujours eu un air de supériorité que j'attribuais à son succès professionnel. Diplômé en gestion de HEC Paris, il travaillait dans l'immobilier et parlait avec aisance d'investissement, de marché et d'opportunités. Il portait des costumes bien coupés, conduisait une BMW rutilante et habitait un appartement moderne à Neuilly-sur-Seine. Quand il venait me rendre visite, ce qui devenait de plus en plus rare, il parlait au téléphone pendant des heures, toujours d'affaires, de chiffres, de délais. J'observais mon fils et me demandais quand il était devenu si distant, si froid. Henri avait l'habitude de dire que Philippe avait hérité de son intelligence, mais craignait qu'il n'ait pas hérité de sa compassion. À l'époque, j'avais trouvé que mon mari était trop dur. Maintenant, alors que je me remémore ces mots, je sens un frisson me parcourir l'échine. À quel point connaissons-nous vraiment ceux que nous aimons? Les visites de Philippe sont devenues plus fréquentes lorsque j'ai commencé à rencontrer des difficultés financières. Il arrivait toujours avec une mallette en cuir, des documents organisés et une expression sérieuse qui me rendait nerveuse. « Maman, nous devons parler de ta situation, » disait-il, étalant des papiers sur la table de la cuisine où Henri et moi avions l'habitude de prendre le café tous les matins. Il parlait d'hypothèques, de refinancement, d'investissements qui pourraient optimiser mon patrimoine. Je ne comprenais que peu de ces questions financières complexes. C'était toujours Henri qui s'en occupait. Philippe semblait impatient face à mes doutes, soupirait quand je lui demandais de réexpliquer. « Fais-moi confiance », répétait-il. « Je suis ton fils, je te protégerai toujours. » Ces mots sonnaient réconfortants. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une anxiété qu'il essayait de dissimuler, qui me laissait inquiète. J'aurais dû prêter plus d'attention à ce pressentiment. La première fois que Philippe a mentionné la possibilité de vendre la maison, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Nous étions dans le salon, lui assis dans le fauteuil en cuir d'Henri, moi sur le canapé où je faisais du tricot les après-midi d'hiver. « Maman, as-tu déjà pensé que cette maison est trop grande pour une seule personne? Les coûts d'entretien sont absurdes, les impôts augmentent chaque année. » argumentait-il, gesticulant avec les mains comme il le faisait quand il voulait me convaincre de quelque chose depuis tout petit.
J'ai expliqué que cette maison était ma vie, que je ne pourrais pas vivre ailleurs, que chaque pièce gardait des souvenirs précieux. Il a souri, de cette manière condescendante qu'il utilisait quand il pensait que j'étais trop sentimentale. « Ne t'inquiète pas, » a-t-il dit. « Si nous décidons de vendre, tu garderas tout l'argent. Tu pourras acheter un appartement plus petit, plus pratique, et il te restera encore beaucoup pour vivre confortablement. » Sa logique semblait impeccable, mais mon cœur rejetait chaque mot. La semaine suivante, Philippe est apparu avec de nouveaux documents et une expression plus déterminée. « Maman, j'ai trouvé des acheteurs intéressés par la maison. C'est une opportunité unique. Ils offrent 3 millions d'euros, bien au-dessus de la valeur du marché. » A-t-il annoncé, les yeux brillants d'une manière qui m'a mise mal à l'aise. J'ai essayé de protester, de dire que je n'étais pas prête à prendre cette décision. Mais il m'a interrompu d'un ton plus ferme. « Tu m'as donné procuration pour gérer tes biens, tu te souviens? Tu n'as pas besoin de ta signature directe. Tout a été fait légalement. » Il y avait une froideur dans sa voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Je me suis sentie petite, vulnérable, comme une enfant grondée. J'ai signé les papiers qu'il a posés devant moi, ma main tremblante, tandis que le stylo glissait sur le papier. À ce moment-là, je ne savais pas que je signais ma propre expulsion du seul endroit que j'avais toujours appelé mon chez-moi. L'encre était encore fraîche quand j'ai réalisé que j'avais commis la plus grande erreur de ma vie. 3 semaines après avoir signé ces documents, je me suis réveillée avec le bruit de voix étrangères dans le jardin. Il était 7 heures du matin, un mardi froid d'octobre, et à travers les rideaux de dentelle de ma fenêtre, j'ai vu des hommes en costume discuter et pointer du doigt la façade de la maison. Mon cœur s'est emballé quand j'ai reconnu Philippe parmi eux, gesticulant avec animation comme s'il était le propriétaire des lieux. J'ai enfilé mon peignoir et suis descendue les escaliers, chaque marche résonnant comme un pressentiment. Quand j'ai ouvert la porte, Philippe s'est tourné avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Maman, voici les nouveaux propriétaires. » A-t-il dit, comme s'il présentait des invités pour un dîner. Ils sont venus visiter la propriété. Les mots sont sortis de sa bouche avec une naturalité qui m'a glacée. Nouveau propriétaire? Comment ça? J'habitais encore ici, je respirais encore l'air de cette maison chaque matin. La réalité a commencé à se défaire sous mes yeux, comme une aquarelle sous la pluie. « Philippe, de quoi parles-tu » ai-je demandé, ma voix plus aiguë que je ne l'aurais voulu. Les hommes en costume m'ont regardé avec un mélange de curiosité et d'impatience, comme si j'étais un obstacle inattendu à leur plan. Mon fils s'est approché, a posé sa main sur mon épaule, avec une fermeté qui m'a effrayée. « Maman, nous en avons parlé. La maison a été vendue. Tu dois déménager avant la fin du mois. » A-t-il dit à voix basse, mais suffisamment ferme pour que tout le monde entende. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Vendu? Quand? Je ne me souvenais pas avoir accepté une vente définitive. Mais je n'ai rien signé autorisant la vente. Ai-je protesté, ma voix tremblante. Philippe a soupiré, de cette façon exaspérée qu'il utilisait quand il pensait que j'étais difficile. « Tu m'as donné une procuration complète, tu te souviens? Ta signature directe n'est pas nécessaire. Tout a été fait légalement. » Ces mots sont tombés sur moi comme des pierres. Les jours suivants ont été un flou de confusion et de désespoir. Philippe avait engagé une entreprise de déménagement sans me consulter et trouvé un petit appartement à Belleville, un quartier que je connaissais à peine, loin de tout ce qui m'était familier. « C'est un endroit sympa, maman. Tu vas aimer, » disait-il, montrant des photos sur son téléphone d'un espace minuscule, avec une seule fenêtre donnant sur une cour intérieure. Quand j'ai demandé des nouvelles de l'argent de la vente, il a parlé d'investissements sûrs, de comptes spéciaux, de termes financiers que je ne comprenais pas. « Tu recevras un revenu mensuel, » a-t-il expliqué. « Ce sera plus pratique comme ça.
Tu n'as pas à te soucier de grosses sommes. » Mais je voulais connaître les détails. Je voulais voir les documents, comprendre où était mon argent. Philippe changeait toujours de sujet, était toujours pressé, avait toujours une réunion importante. J'ai commencé à sentir que j'étais traitée comme une enfant incapable et non comme la propriétaire d'une maison de 3 millions d'euros. Le jour du déménagement, j'ai regardé les hommes emballer ma vie dans des cartons. Chaque objet qui disparaissait emportait avec lui une partie de mon histoire. La porcelaine de Limoges que j'avais reçue à mon mariage, les livres de droit d'Henri, les photographies de famille soigneusement disposées sur la cheminée. Philippe supervisait tout avec une efficacité professionnelle, vérifiant des listes, donnant des instructions. Quand j'ai essayé de garder quelques objets de valeur sentimentale, il a dit que l'appartement était petit et que je devais être pratique. « Maman, tu ne peux pas tout emporter. Tu dois t'adapter à ce nouveau mode de vie, » a-t-il dit, comme s'il me faisait une faveur. Je l'ai observé diriger cette opération, et je ne pouvais pas reconnaître le petit garçon qui avait un jour pleuré dans mes bras après être tombé de son vélo. Où était mon fils? Qui était cet homme froid qui démontait ma vie avec tant d'indifférence? Pour la première fois, j'ai commencé à me demander si Philippe agissait réellement dans mon intérêt ou s'il y avait quelque chose de plus sombre derrière ses décisions. L'appartement de Belleville était encore pire que ce que les photos suggéraient. 40 mètres carrés mal agencés, des murs avec des infiltrations, un ascenseur qui fonctionnait quand il le voulait. La seule fenêtre donnait sur une cour intérieure, où le soleil n'arrivait jamais, et le bruit des voisins traversait les murs fins, comme s'ils n'existaient pas. Je me suis assise par terre, au milieu des cartons encore fermés, et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort d'Henri. Philippe avait promis que l'argent de la vente me permettrait de vivre confortablement. Mais là, dans cet endroit étrange et hostile, je me sentais comme une réfugiée dans ma propre ville. Quand je l'ai appelé pour me plaindre des conditions de l'appartement, sa réponse a été cinglante. « Maman, tu dois être reconnaissante. Tu pourrais être dans une situation bien pire. » Reconnaissante? Je devrais être reconnaissante d'avoir perdu ma maison, ma dignité, ma sécurité. À ce moment-là, une terrible suspicion a commencé à grandir dans mon esprit, comme une ombre qui s'allonge au crépuscule. 2 semaines plus tard, par hasard, j'ai rencontré Madame Rousseau, une ancienne voisine de la place Victor Hugo, au marché de Belleville. Elle m'a regardée avec surprise et compassion quand je lui ai raconté mon déménagement. « Marguerite, quelle étrange histoire !» a-t-elle dit, fronçant les sourcils. « Hier encore, j'ai vu ton Philippe sortir d'un restaurant cher à Saint-Germain, célébrant avec un groupe d'hommes bien habillés. Il semblait très animé, trinquant au champagne. Mon sang s'est glacé. Philippe qui célébrait? Célébrait quoi? La vente de ma maison? Mon déménagement forcé? Madame Rousseau a continué. Tu sais, ma fille travaille dans une étude de notaire. Elle dit toujours que les ventes de biens immobiliers sont compliquées, surtout quand elles impliquent des procurations. Tu devrais peut-être consulter un avocat. Ces mots ont résonné dans ma tête pendant le chemin du retour. Pour la première fois depuis que tout avait commencé, j'ai senti une étincelle d'espoir. Peut-être n'étais-je pas aussi impuissante que je le pensais. Peut-être y avait-il encore un moyen de découvrir la vérité sur ce que Philippe m'avait fait. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Dubois, un avocat qui avait travaillé avec Henri par le passé. Sa secrétaire m'a dit qu'il était à la retraite, mais elle m'a donné le contact de sa fille, Maître Claire Dubois, qui avait repris le cabinet. Quand j'ai expliqué ma situation au téléphone, sa voix est devenue plus grave. « Madame Dubois, les procurations pour la vente de biens immobiliers sont des documents très spécifiques. J'ai besoin d'examiner tous les papiers que vous avez signés. Nous avons pris rendez-vous pour le lendemain après-midi. J'ai passé toute la nuit à fouiller dans les tiroirs, cherchant parmi les quelques documents que j'avais réussi à emporter, essayant de trouver une copie de la procuration. Mon esprit ne pouvait se reposer, alternant entre espoir et désespoir.
Avais-je vraiment signé ma propre ruine? Ou y avait-il une erreur, une faille juridique qui pourrait me rendre ma maison? Henri disait toujours que la loi protégeait les plus faibles, mais je me sentais complètement démunie. Le cabinet de Maître Claire Dubois se trouvait dans une rue discrète du 7e arrondissement, près du palais de justice. La jeune avocate, une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux bruns, tirés en un chignon strict, m'a reçue avec une courtoisie professionnelle. Quand je lui ai montré les documents que Philippe m'avait fait signer, elle les a examinés à la loupe, fronçant les sourcils. « Madame Dubois, cette procuration est très spécifique, » a-t-elle dit après quelques minutes. « Je vois ici des clauses qui limitent certains pouvoirs. » Mon cœur a commencé à battre plus fort. « Qu'est-ce que cela signifie ?» ai-je demandé, ma voix sortant presque comme un murmure. Elle m'a regardé sérieusement. « Cela signifie que votre fils n'avait peut-être pas l'autorisation complète qu'il pensait avoir. J'ai besoin d'approfondir mes recherches. Mais il y a quelque chose d'étrange dans ce document. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une pointe d'espoir traverser ma poitrine comme un rayon de soleil, perçant les nuages sombres. Maître Claire m'a demandé de revenir dans 3 jours, le temps nécessaire pour effectuer une recherche complète dans les archives notariales. Ces 3 jours ont été les plus longs de ma vie. Je marchais dans le minuscule appartement comme un animal en cage, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. J'ai essayé d'appeler Philippe plusieurs fois, mais il ne répondait pas. Quand j'ai finalement réussi à lui parler, sa voix était irritée. « Maman, tu ne peux pas me téléphoner toutes les 2 minutes. Je travaille, » a-t-il dit sèchement. Quand je lui ai dit que j'avais consulté un avocat, il y a eu un long silence de l'autre côté de la ligne. « Un avocat? Pourquoi faire? Tu remets en question mon honnêteté ?» a-t-il demandé, et j'ai pu sentir la colère monter dans sa voix. « Non, Philippe, je veux juste mieux comprendre la situation, » ai-je répondu, essayant de rester calme. « Tu ne me fais pas confiance à ta propre mère ?» a-t-il rétorqué, inversant la situation comme il le faisait toujours. Mais cette fois, sa manipulation n'a pas fonctionné. Pour la première fois, j'ai entendu le mensonge derrière ses mots. Le jour J, je suis retournée au cabinet, le cœur battant, à tout rompre. Maître Claire m'a accueillie avec une expression qui mêlait surprise et indignation. « Madame Dubois, j'ai des nouvelles importantes pour vous, » a-t-elle dit, me faisant signe de m'asseoir. J'ai trouvé l'original de la procuration dans les archives de l'étude où votre mari travaillait. Et j'ai découvert quelque chose de très intéressant. Elle a ouvert un dossier et m'a montré des documents que je n'avais jamais vus. Votre mari, Henri, a été très méticuleux en rédigeant cette procuration. Il y a inclus une clause spécifique que votre fils n'a apparemment pas remarquée. Ma main a tremblé lorsqu'elle a pointé un paragraphe au milieu du document. Toute vente de propriété familiale ne serait valable qu'avec votre présence physique et votre signature devant 3 témoins, rendant automatiquement la transaction nulle si cela n'était pas respecté. Les mots ont dansé devant mes yeux. Henri m'avait protégée, même après sa mort. Mon mari connaissait les gens mieux que je ne l'imaginais. Cela signifie que la vente est invalide ? ai-je demandé, parvenant à peine à contenir mon émotion. Maître Claire a hoché la tête avec un sourire qui a illuminé son visage grave. « Complètement invalide. Votre fils n'avait pas l'autorisation légale de vendre la maison sans votre présence et votre consentement spécifique à l'acte. De plus, j'ai trouvé des irrégularités dans la documentation présentée aux acheteurs. » Elle m'a montré d'autres papiers, expliquant des détails légaux que je pouvais à peine assimiler. « Madame Dubois, vous avez été victime d'une escroquerie orchestrée par votre propre fils. Il a falsifié votre autorisation et trompé les acheteurs. » Le mot « escroquerie » a résonné dans mon esprit. Mon propre fils m'avait escroqué, avait volé ma maison, ma sécurité, ma dignité. Mais maintenant j'avais une arme puissante,
la vérité. Henri avait placé une bombe à retardement juridique dans la procuration et elle venait d'exploser entre les mains de Philippe. La justice, enfin, était de mon côté. Maître Clerc m'a expliqué les étapes suivantes. Nous allons engager une action en justice pour annuler la vente et poursuivre votre fils pour fraude. Nous devons également informer les acheteurs de l'irrégularité. Elle m'a demandé si j'avais le courage d'affronter Philippe devant les tribunaux. Je l'ai regardé et pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie forte. Il n'est plus mon fils, ai-je dit, ma voix ferme et déterminée. Mon fils n'aurait jamais fait ça. Cet homme est un étranger qui a volé ma maison et ma confiance. J'ai signé les documents nécessaires d'une main ferme. En sortant du cabinet, j'ai eu l'impression d'avoir retrouvé non seulement ma dignité, mais aussi mon identité. Marguerite Dubois n'était plus une victime sans défense. C'était une femme qui se battrait pour ses droits, qui affronterait la trahison de front. Philippe avait sous-estimé la femme qu'il avait lui-même élevée. Maintenant, il allait découvrir de quoi sa mère était capable quand elle était acculée. La guerre ne faisait que commencer, mais j'avais enfin des munitions. La citation à comparaître fut remise à Philippe un vendredi après-midi. Maître Clerc m'appela pour me prévenir que l'huissier avait trouvé mon fils à son bureau et que sa réaction avait été de complète surprise et de panique. 2 heures plus tard, mon téléphone sonna sans arrêt. Philippe hurlait de l'autre côté de la ligne, m'accusant d'ingratitude, d'être manipulé par des avocats cupides. « Maman, comment as-tu pu me faire ça ? Je suis ton fils !» criait-il, et pour la première fois j'entendis un vrai désespoir dans sa voix. « Tu étais mon fils », répondis-je calmement. « Mais les fils ne volent pas leur mère. » Je lui expliquai la clause qu'Henri avait incluse dans la procuration, l'invalidité de la vente. Le silence qui suivit fut assourdissant. Quand il reprit la parole, sa voix était brisée. « J'avais besoin de cet argent, maman. Je suis ruinée. Je dois des millions. » Finalement, la vérité avait éclaté. Mon fils m'avait trahi par cupidité et désespoir financier, sacrifiant sa propre mère pour sauver ses affaires florissantes. La première audience eut lieu 3 semaines plus tard, au tribunal de grande instance de Paris. Je portais mon plus beau tailleur bleu marine, le même que je mettais pour les cérémonies importantes, quand Henri était encore en vie, et je marchais dans les couloirs du palais de justice, avec la dignité que Philippe avait tenté de me voler. Quand je le vis assis à côté de son avocat, j'évitais son regard. Il semblait plus petit, plus âgé, avec de profondes cernes et un costume froissé. Le juge, un homme d'une 50aine d'années avec des lunettes de lecture, examina les documents avec une minutie méticuleuse. Maître Clerc présenta les preuves brillamment, la clause ignorée, l'absence de témoins, la falsification implicite de l'autorisation. L'avocat de Philippe tenta de plaider la bonne foi et l'interprétation de la procuration, mais ses mots sonnèrent faibles face aux évidences. Quand le juge me demanda de parler, je me levai les jambes tremblantes, mais la voix ferme. « Votre honneur, j'ai fait confiance à mon fils, comme toute mère le ferait. Il a abusé de cette confiance de la manière la plus cruelle possible. Les acheteurs, ayant découvert l'irrégularité de la vente, intentèrent leur propre action contre Philippe pour dommages et tromperie. Apparemment, il avait utilisé de faux documents pour prouver qu'il avait une autorisation totale pour la vente, omettant délibérément la clause restrictive. Maître Clerc m'expliqua que Philippe faisait face non seulement à l'annulation de la vente, mais aussi à des poursuites pénales pour falsification et escroquerie. Il pourrait écoper de quelques années de prison, dit-elle lors d'une de nos réunions. Étrangement, cette information ne me procura aucune satisfaction, seulement une profonde tristesse. Où avais-je échoué en tant que mère? Comment Philippe était-il devenu capable d'une telle cruauté? Henri disait toujours que les gens révèlent leur vrai caractère face à la pression. Peut-être mon fils avait-il toujours été ainsi, et je m'étais simplement refusée à le voir. La douleur de la trahison était plus grande que tout soulagement que la justice pourrait apporter. Certaines blessures,
j'étais en train de l'apprendre, ne guérissent jamais complètement. 6 mois après le début du procès, le juge a rendu son verdict. La vente a été déclarée nulle. Les acheteurs ont été remboursés de leurs 3 millions. Et Philippe a été condamné à 2 ans de prison, avec sursis et au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral. En sortant du tribunal, des journalistes m'attendaient. L'histoire avait fait le tour des médias comme un cas emblématique d'abus envers les personnes âgées. « Madame Dubois, comment vous sentez-vous maintenant que vous avez retrouvé votre maison ?» a demandé une journaliste. J'ai regardé les caméras et j'ai répondu avec sincérité. J'ai retrouvé ma maison, mais j'ai perdu mon fils. La justice a été rendue, mais certaines victoires ont un goût amer. Philippe avait disparu après la sentence, sans un adieu, sans un mot d'excuse. J'ai appris plus tard qu'il avait déménagé en province, essayant de reconstruire sa vie loin de Paris. Une partie de moi espérait un appel, une lettre, un signe de regret. Mais le silence s'est prolongé, lourd comme du plomb sur mon cœur de mère, qui, malgré tout, aimait encore le petit garçon qu'il avait été. Je suis rentrée chez moi, place Victor Hugo, par une après-midi dorée de printemps. Les clés ont tremblé dans ma main quand j'ai ouvert la porte principale, et l'odeur familière de cire d'abeille et de lavande m'a enveloppée comme une tendre étreinte. J'ai marché lentement dans les pièces, touchant les murs, reconnaissant chaque détail que j'avais gardé en mémoire pendant ces mois d'exil forcé. La maison était exactement comme je l'avais laissée. Les acheteurs n'avaient pas eu le temps d'emménager. Je me suis assise dans le fauteuil d'Henri et j'ai pleuré. Mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement mêlées de mélancolie. Ma maison m'avait été rendue, mais j'avais changé. J'étais plus forte, plus méfiante, plus consciente de la fragilité des liens familiaux. Henri m'avait protégée même après sa mort, en incluant cette clause salvatrice dans la procuration. Il connaissait les gens mieux que moi. Peut-être savait-il depuis toujours que Philippe était capable d'une telle trahison. L'amour d'un mari m'avait sauvée de la cupidité d'un fils. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je vis seule, mais non solitaire dans cette maison, que j'ai failli perdre. Madame Rousseau me rend visite régulièrement, ainsi que d'autres amies que j'ai découvertes pendant cette épreuve. J'ai appris que la force ne vient pas de l'absence de vulnérabilité, mais de la capacité à se relever après avoir été terrassé. Philippe n'a jamais repris contact, et j'ai fait la paix avec cette réalité. Certaines relations ne survivent pas à la vérité sur qui nous sommes vraiment. J'ai transformé l'ancien bureau d'Henri en un petit atelier, où je peins des aquarelles, une passion que j'ai redécouverte à 70 ans. Chaque coup de pinceau est une affirmation que je suis toujours vivante, toujours capable de créer de la beauté malgré la douleur. Les fenêtres donnent toujours sur la place Victor Hugo. Mais maintenant, je vois la vue avec des yeux différents. Je suis Marguerite Dubois, survivante d'une trahison familiale, propriétaire légitime d'une maison qui a failli m'être volée, femme qui a appris que la vraie richesse ne réside pas dans la valeur d'une propriété, mais dans la dignité de savoir se battre pour ses droits quand tout semble perdu.